bien léché, etc. Donc je vais un peu l'improviser. Bon, juste pour commencer, ce qu'on nous raconte dans les médias en permanence, il y a une crise de l'automobile, etc., etc. Bon, voilà, c'est faux, c'est archi faux. Les ventes de voitures, les productions sont à des niveaux très élevés. Alors bien sûr, on peut démontrer, ce qui est vrai quand même, que sur certains marchés, il y a des baisses, mais au global, les ventes, la production mondiale ne cesse d'augmenter. Elle était l'année dernière à 85 millions, quelques années avant, elle était à 80 millions. Les experts la prévoient à 90 millions dans 2 ans, et 2 ans plus tard à 100 millions. Donc la production automobile sur le marché mondial est quasiment un marché exponentiel. Bon, alors évidemment, sur le marché européen, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça reste à des niveaux très élevés, puisque les marchés les plus hauts ont été en 2010 et 2011. Donc, d'ailleurs, ça vient en appui des mensonges de la direction, puisqu'on a appris, nous, que la fermeture de l'usine était programmée par la direction, par un document confidentiel qui nous a été envoyé au syndicat CGT. Donc dans ce document, on l'a reçu en juin 2011, dans ce document, il était fait état de la programmation complète de la fermeture d'Aulnay, et pas simplement d'Aulnay, mais en absent aussi le site de Sevenor, de PSA qui fabrique les utilitaires, et l'usine de Madrid. Donc ce document montrait que la décision avait été prise en janvier 2010. Janvier 2010, et 2010, ce sera l'année record de vente de PSA. Donc on voit bien que la prise de la décision de la fermeture d'Aulnay et des licenciements qui sont globales, qui ont été annoncés en juillet, et qui étaient encore plus que ce qu'on avait pensé, puisqu'ils ont annoncé la volonté de supprimer 8000 emplois, et on a appris il y a quelques mois que les 8000 sont passés à 11 200. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils sont là, c'est pour en rajouter quelques milliers de licenciements. Donc, cette décision, donc, je disais, a été prise, n'a pas de rapport avec réellement les fluctuations du marché. Non, c'est clairement expliqué, c'est pour un gain, c'est pour un profit, parce que en fermant telle usine, on va, je reprends le mot, saturer les autres. Alors, il ne s'agit pas de délocalisation, puisque c'est souvent un terme aussi qui est évoqué. Non, ce n'est pas des délocalisations, c'est de la production qu'on fait, donc on fabrique la C3. Au passage, c'est encore une fois, j'arrêterai là-dessus ensuite, c'est la voiture la plus vendue du groupe, c'est celle qui tire les profits pour PSA, et c'est la 3e sur le marché français. Donc encore une fois, ce n'est pas le problème. Donc ces productions-là seront basculées sur Poissy. Donc l'usine de Poissy, où on va la saturer. Alors, bon, je vous passe le jargon, on va la saturer à 125% de taux Arnaud, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, ça veut dire que les voitures qui ne sont pas produites à Aulnay seront produites à Poissy de nuit et le week-end. Bon, mais comme Poissy à lui seul ne peut pas reprendre la production, une partie de la production sera basculée aussi sur l'usine de Mulhouse. Bon, voilà, donc ça veut dire que derrière le licenciement, et c'est un problème qui rebondit actuellement, les salariés qui sont attaqués, à qui on veut prendre leur emploi, c'est un bout du bâton. L'autre bout du bâton, c'est en fait pour faire bosser plus et augmenter la productivité des salariés qui restent au boulot. Bon, c'est la vieille équation du capitalisme depuis 100 ans ou 150 ans. Voilà. Donc, c'est pas des délocalisations, c'est on concentre la production pour obtenir un gain plus important en saturant les usines. Alors, c'est pas deux mots encore sur la société PSA, c'est pas une société qui est dans la misère, hein, c'est une société qui est riche en milliards. Bon, là, je vais pas passer sur les chiffres, je passe un peu sur les chiffres parce que il y en a tellement qu'on pourrait fournir. Bon, c'est pas du tout une société endettée, elle est à 11%, 4 milliards de profits sur un chiffre d'affaires de 50 milliards tous les ans. Bon, c'est mon raisonnement pour les camarades de Air France. Voilà, c'est pas du tout des sociétés qui sont endettées, c'est des sociétés qui ont quand même, les économistes ont un peu regardé chez PSA et ont 36
filiales domiciliées dans les paradis fiscaux. Hein, donc vous avez par exemple des filiales qui se retrouvent dans les îles Barbades, là, du côté dans les Antilles. Voilà, on se demande, on cherche toujours ce qu'ils fabriquent là-bas, on n'a toujours pas trouvé ce qu'ils fabriquaient là-bas. Pas de voiture, du fric. Bon, voilà, donc quand on nous vend aussi PSA, je suis bon français, je paye mes impôts en France, oui d'accord, mais alors petite anecdote, la dernière usine qu'ils ont faite c'était en Russie, à Kaluga, 100 km de Moscou, et elle n'est pas domiciliée en Russie, elle est domiciliée au Luxembourg. Donc voilà, ils font l'inverse de Depardieu, il va en Russie, il va payer l'impôt, et PSA va ailleurs pour pas payer. Je ne sais pas qui a raison, je ne sais rien. Enfin, du pognon, il y en a. Alors tout ça, ça rend d'autant plus scandaleux les licenciements. Bon, je ne vais pas faire trop long là-dessus. Alors, au passage, quand même, je dirais que je vais venir quand même sur la lutte qu'on est en train de mener. Par rapport au gouvernement, je fais le même constat que les camarades qui sont passés avant moi, il n'y a rien à en tirer, aussi bien l'ancien que le nouveau. Puisque cette lutte, on l'a démarrée depuis juin 2011, donc à peu près plus de 18 mois, je peux vous dire qu'on a vu 2 ou 3 fois Sarkozy, leur ministre, les Estrosi, les Hollande, ensuite, etc. C'est le même discours, toujours le même discours, et je peux vous affirmer que derrière, il n'y a rien. Alors, la réalité, c'est que par exemple, le gouvernement a encore volé au secours dont il n'avait pas besoin réellement de PSA en lui proposant 7 milliards de garanties pour la banque PSA Finance. C'est il y a quelques mois. On ne peut même pas faire le calcul réellement de ce qu'ils reçoivent parce que c'est tellement énorme. Il y a le plan d'aide à l'agriculture, il y a les subventions pour la recherche, il y a le paiement du chômage partiel, etc. etc. C'est même impossible de savoir combien ils reçoivent de subventions, tellement c'est énorme. Bon, mais ça c'est pour l'aide pour les braves gens qui n'en ont pas besoin. Mais surtout, pour les salariés, depuis qu'on est rentré en lutte il y a quelques semaines, on nous envoie les CRS. Voilà, c'est les CRS qu'on nous envoie. Et bon, ici c'est tellement pas. Alors c'est les CRS de gauche. Donc maintenant, pour rejoindre les discussions qu'on a un peu. On a tous la même difficulté, on est attaqué, comment répondre. Dans chaque entreprise, on a le problème d'avoir à se défendre contre notre patron, notre employeur, voilà, qui fait des plans. Maintenant, on comprend bien qu'il y a des choses de général et que ce n'est pas simplement particulier à une entreprise. Alors, on a fait des actions depuis 18 mois, des actions ponctuelles, etc. Donc pour essayer de mobiliser les salariés, de discuter avec eux, parce que le fond du problème, ce n'est pas tellement les appels syndicaux à telle ou telle manifestation, c'est des discussions avec nos camarades, c'est discuter que c'est possible de se défendre, c'est redonner confiance à la force des salariés du monde du travail, parce qu'on a pris un coup ces dernières années. C'est possible, ça demande un travail militant important, mais c'est possible. Alors, bien sûr, ça ne peut pas se faire tout seul dans un coin, c'est ça le problème, et il faut que les luttes des unes renforcent les luttes des autres, et que petit à petit, la conscience des salariés grandisse. Alors, la conscience de quoi? La conscience que on ne fera pas l'économie d'une lutte, qu'il va falloir se bagarrer, qu'il va falloir se bagarrer ensemble, et à mon avis, il y a que comme ça qu'on pourra y arriver, parce que les simples appels des confédérations ne peuvent pas suffire. Bon, au passage, je dis quand même que, comme beaucoup de syndicalistes, je trouve que nos confédérations, tous confondues, je suis la CGT, mais je les mets toutes finalement sur le même plan, sont bien timides par rapport aux attaques que reçoivent les salariés. Donc c'est finalement aux salariés eux-mêmes qui vont devoir trouver la solution. Alors, pas simplement des salariés, vous êtes des étudiants, vous serez salariés demain aussi, donc c'est un problème de société aussi qu'il faut qu'on se pose tous ensemble. Donc cette lutte, il y a à la rentrée, on s'est dit on ne peut plus faire des actions ponctuelles parce que la direction allait basculer dans 2 mois la production sur Poissy et on est un peu dans la dernière ligne droite. Donc c'est une grève qu'on a discutée. C'est pas une grève qui n'est
partis sur un coup de colère, comme ça arrive souvent. Voilà, c'est une grève vraiment discutée avec le milieu militant depuis la rentrée. C'était déjà en gestation en décembre parce qu'on sentait bien qu'il fallait changer de braquet. Donc c'est une grève tout à fait consciente et préparée. Alors préparée le plus possible. Et les salariés qui sont rentrés dans cette lutte, c'est en sachant qu'en face de nous, on a un contexte, ça sera une lutte très dure, très difficile. Parce que PSA a décidé de faire de cette, et le gouvernement derrière, a décidé de faire la fermeture de Aulnay un exemple. Un exemple, et y compris le PSE, les mesures d'accompagnement, comme on dit, etc. Là aussi, ils veulent faire l'exemple. L'exemple qu'ils veulent faire, c'est on fermerait l'entreprise en vous donnant rien, en vous foutant à la rue, et on ne donnera rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent que derrière, il y a des tas d'entreprises qui sont en train de faire la même chose, et ils veulent faire passer derrière des accords de performance. Des accords de performance et des accords de compétitivité. Et s'il y a un plan social un peu trop avantageux, entre guillemets, pour les salariés, ça veut dire que derrière, ils ne vont pas pouvoir bloquer les salaires, puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire, augmenter le temps de travail, etc. etc. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. Dans cette politique-là, il y a deux bouts, les licenciements et l'augmentation de la productivité, et c'est clairement ce qu'on a à faire en face de nous. Donc, on me fait passer ce qu'il faut que je ne passe pas, c'est ça? Attention aux sub. Je termine. Donc c'est tout ça, on est rentré en grève. On est rentré en grève totale et au bout de 2 jours, 3 jours, la réaction de la direction a été extrêmement violente. Bon, c'est-à-dire qu'on a vu la direction qui a lockouté l'usine, fermé l'usine. On l'a démarré mercredi et vendredi à l'équipe du soir. Elle nous fout tous à la porte, on appelle un lockout, qui normalement est interdit dans le cadre du travail. Il faut remonter, je n'ai pas d'exemple. Je peux vous dire, je sais que ça existe dans les livres d'histoire, mais concrètement, depuis 30 ans, je milite, je n'ai pas d'exemple de boîte qui lockout, qui en reviennent à ces méthodes de lockouter l'usine. Pourquoi? Parce que la grève était en train de s'installer, elle était partie majoritaire, elle est montée à 200, 300, 400, 500, et elle commençait à s'installer, et elle avait une chance de devenir réellement majoritaire. Bon, à ce moment-là, il y a une méthode patronale, on ferme l'usine. On ferme l'usine, ensuite on convoque nos camarades au commissariat. Là, je viens d'apprendre avant de rentrer ici que nos camarades sont convoqués au commissariat. Il y a une presse complaisante qui s'appelle Le Monde, entre autres, il y en a d'autres, Le Figaro, qui font des articles en nous traitant de casseurs, de terroristes, etc. On aurait saboté l'usine, on aurait insulté tout le monde, etc. Alors c'est 4 jours après, parce que ça fait quand même 4 jours qu'on est foutu à la porte et que l'usine est fermée, c'est 4 jours après qu'ils auraient découvert tout ça. Donc c'est quand même un peu louche. Et en ce moment, il y a 100 vigiles qui sont installés dans l'usine, et pour lundi prochain, visiblement, ils veulent redémarrer l'usine. Ça sera avec 100 vigiles, avec de la maîtrise qui sont en train de faire venir de tous les coins de France. La petite propagande pour dire on est des casseurs, etc. Les huissiers de justice, voilà. Donc c'est vraiment les vieilles méthodes patronales. Alors pourquoi? Parce que cette grève les gêne, leur fout la trouille, mais leur fout la trouille parce que ça peut être un exemple et justement un encouragement aux luttes. Bon. Alors, d'un autre côté, le fait que cette grève les gêne et leur fout la trouille ne suffit pas non plus. Il faut ensuite qu'on passe à la phase d'après et qu'effectivement ce soit un mouvement qui s'élargisse et que tous les salariés se mettent ensemble. Parce que la liste qu'il y a derrière nous montre que ce n'est pas un problème spécifique, il n'y a pas un problème de la presse, un problème de l'automobile, un problème de ci, un problème de ça, c'est un problème global. Et on aurait pu inviter des camarades, des salariés qui travaillent dans les entreprises publiques. Donc il y a un problème commun et c'est pour ça qu'il faut aussi, pour généraliser les luttes, avoir des mots d'ordre et des revendications communes. Moi, j'en vois 2 qui peuvent unifier tout le monde. C'est l'interdiction des licenciements pour toutes les entreprises et la répartition du travail entre tout le monde au lieu justement de la concentrer et d'augmenter la productivité. Donc je pense que... à unifier les luttes, c'est le fait qu'on ait des objectifs communs.